Bonsoir. Ça me fait plaisir d'être ici. Mon nom est Geneviève Lalonde. Je suis la directrice de l'expérience client au repos Saint-François d'Assise. Monsieur Alain Chartier ne pouvait pas être avec nous ce soir, donc je prends la place temporairement. Ça me fait plaisir de vous accueillir à notre soirée deuil, l'avant-dernière de 2025. Alors, comme à l'habitude, Joanne de Montigny est là, qui va nous prendre la parole dans quelques instants pour nous introduire notre invité ce soir. Je me fais opportuniste pendant que je suis ici. Si on me donne un micro, je vais m'en servir. Vous avez sûrement entendu parler, ou je vous l'annonce peut-être ce soir, on a récemment inauguré notre nouveau pavillon commémoratif au cimetière. Alors, je profite de l'occasion pour vous inviter. On aura les portes ouvertes le week-end prochain, le 8 et 9 novembre. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir, de vous montrer l'endroit. C'est magnifique. Passez nous voir si vous avez un moment. Vous allez certainement apprécier. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, puis je passe la parole à Joanne. Merci beaucoup, Geneviève. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir quand même assez nombreux et nombreuses pour une soirée pluvieuse, noire et sans transport en commun. Alors, chapeau à vous, les courageux, les courageuses. Merci d'être là. Et en même temps, on salue les gens à la maison qui sont branchés avec nous et qui vont écouter notre invité que je vais vous présenter bientôt. Et en même temps, pourront participer à la dernière portion de notre rencontre vers 8 heures aux questions, commentaires, précisions, pour revenir un peu sur notre beau sujet de ce soir qui s'appelle « Voyage et deuil ». Comment voyager avec son chagrin? Quand Caroline m'a proposé ce titre, j'ai dit, tiens, depuis 2015, on a quand même eu quelques rencontres et on n'a pas vraiment abordé l'idée de voyager avec son chagrin. C'est vrai, Caroline, puis on en parlera peut-être tantôt, qu'on a fait des voyages à l'intérieur. Mais là, on parle aussi d'autres types de voyages pour savoir comment on agit, réagit, qu'est-ce qu'on fait avec notre peine et comment on en prend soin, et puis on va pouvoir écouter tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir, Caroline, et je vais vous dire quand même un mot sur son parcours. Elle est détentrice d'une maîtrise en travail social de l'Université de Montréal. Elle est membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec depuis 2002. Privilégiant une approche psychosociale du deuil, elle interroge l'expérience de la perte dans ce qu'elle a de plus humain, cherchant à comprendre les résonances relationnelles et contextuelles. Elle accompagne les personnes confrontées à une perte, une transition de vie ou un deuil, et elle offre des consultations individuelles, conjugales, familiales, pour tous les âges. Son parcours l'a menée de la pédopsychiatrie aux équipes de crise familiale en CLSC, puis à un rôle spécialisé ou spécialiste des activités cliniques encadrant 35 professionnels en santé mentale jeunesse. Elle a également œuvré en soins palliatifs pédiatriques avant de se consacrer à une pratique autonome. Caroline enseigne l'intervention auprès des personnes endeuillées par une approche systémique. Elle anime des ateliers sur les stratégies d'ancrage et elle offre des conférences. Elle a participé à quelques podcasts sur le deuil, collabore mensuellement à l'émission Pénélope sur les ondes de Radio-Canada et publie une infolettre où elle partage ses réflexions cliniques. Eh bien, c'est toute une feuille de route, mais bravo pour ce beau parcours.
et merci d'avoir accepté notre invitation. On a hâte de t'écouter et puis après, je viendrai te rejoindre pour accueillir les questions. À tantôt. Voilà. Bonsoir. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir d'être ici. Autant pour, effectivement, ceux qui ont bravé la pluie, l'automne, la grisaille, les transports en commun. Merci d'être là. Merci à la maison, à ceux qui vont se joindre à nous. Je veux remercier vraiment le Repos Saint-François d'Assise, Info Deuil, de m'accueillir. C'était vraiment touchant pour moi d'être appelée pour présenter cette conférence-là. Puis, je voudrais faire un merci chaleureux à Joanne, évidemment, parce que Joanne, sachez-le, c'est elle qui m'a accompagnée quand j'ai commencé à travailler auprès des personnes endeuillées. Donc, ça me touche beaucoup. J'ai l'impression de jouer dans la cour des grands. Comme je me dis, OK, finalement, ça a marché, mon affaire. Donc, aujourd'hui, on va se parler, comme Joanne le disait, des voyages, du deuil, comment on peut arriver à concilier ça. Est-ce que c'est une bonne idée de partir? Moi, j'entends ça tout le temps dans mon bureau. En cabinet privé, les gens vont me voir, puis il y a souvent un moment où les gens vont dire, OK, là, ça suffit, là. J'ai le goût de tout abandonner, de m'en aller vivre sur une île déserte, loin de tout le monde, ou de partir en voyage où personne ne va me reconnaître, comme une espèce d'envie de couper un peu avec ce qu'on est en train de vivre. D'autres fois, c'est fait dans un processus qui est un peu différent. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que cet été, je partais moi-même en vacances, et puis là, j'ai écrit mon infolettre que j'écris occasionnellement. Et pendant que j'étais, pour la petite anecdote, chez le coiffeur, j'ai trouvé un article dans un magazine de mode pas très scientifique qui parlait du grief travel. Et là, je me suis demandé s'il y avait des bases scientifiques à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont intéressés à ce que ça donne de partir en voyage quand on a un cœur en deuil? Donc, effectivement, il n'y a pas une tonne de recherche là-dessus, mais il y en a. Donc, je vais vous partager ça aujourd'hui. Puis le lien que je voulais faire avec tout ça, et ça, c'était pas prévu, ça m'est venu cet après-midi parce qu'on dirait qu'il me manquait un lien dans ma conférence. Je me dis, on dirait qu'il manque un petit quelque chose, puis un petit bonhomme qui m'est revenu en tête. J'accompagne autant, comme on l'a dit au départ, moi, j'ai toujours travaillé auprès des familles, donc j'ai l'habitude de faire de l'intervention familiale, conjugale, puis éventuellement, j'ai commencé à travailler auprès des personnes et des enfants. J'ai accueilli un enfant à qui j'expliquais une peine, un deuil, ça se traverse. Il n'y en a pas de recette au deuil. On aimerait ça vous donner un mode d'emploi, mais ça n'existe pas, c'est unique. Chaque personne va le traverser à sa manière. Puis c'est flou un peu pour un enfant de 10 ans. Et avec les enfants, on joue. Donc, on utilise évidemment le langage, mais leur langage principal, c'est vraiment le jeu, donc le symbolique. On était en train de jouer. Et on faisait de la pâte à modeler, comme on fait avec des enfants. Et puis à un moment donné, je lui demande tout bonnement, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il me dit, mais je fais un petit radeau. Je dis, OK, je dis, c'est une bonne idée. Puis il me dit, peut-être que mon radeau, là, il pourrait flotter sur la mer de mes larmes. Je dis, il y en a eu beaucoup de larmes. Hein? Il me dit, il y en a beaucoup des larmes. Puis je dis, qu'est-ce qu'on mettrait donc bien sur le radeau? Puis là, on sort la feuille avec les émotions, parce que les enfants font ça. Il y a des feuilles avec des émotions, des petits émojis, là, vous savez, des petites faces. Puis il me dit, je ne la trouve pas l'émotion que je cherche. Il dit, tu sais, l'émotion là, de, tu sais, mettons que tu penses à plus tard, puis que tu te dis, ça va bien aller. J'ai dit, l'espoir. Il a dit, oui. Il dit, on pourrait mettre de l'espoir sur le petit radeau. Puis on continue la rencontre, puis il me dit, puis peut-être que des fois, je pourrais aller m'asseoir sur mon radeau puis me reposer. Je me disais, il a tout compris. Il a compris que c'est une traversée. Il a compris que des fois, il faut prendre des pauses. Il a compris que ça ne sera pas toujours comme ça. Il a compris que des fois, il va falloir s'arrêter, s'ancrer à travers le jeu, en fait. Donc, on a fait plein de petits radeaux. À chaque rencontre, on se faisait un petit radeau, puis on rajoutait quelque chose dessus. Alors, aujourd'hui, on va se parler des radeaux que nous, on va se créer, d'une certaine façon.
Quand j'ai commencé à faire la recherche pour savoir s'il y avait des bases scientifiques à tout ça, j'ai vu que le blog, en fait, d'où ça partait, l'article de journal que j'ai lu, c'était comment elle dit? The Travel Psychologist. Donc, c'est une psychologue qui a toujours son sac à dos sur le dos, qui est toujours partie quelque part et qui fait beaucoup de liens avec le voyage et la santé mentale. Donc, pour la petite histoire, si ça vous intéresse, elle s'appelle Charlotte Russell. Et dans son blog, évidemment, elle disait ce que nous, on va constater dans notre bureau, c'est qu'il n'y a pas de, comme je l'ai dit, recette magique. Donc, le deuil et le voyage ne vont pas tout apaiser du deuil. Puis, il y a une phrase qui m'est venue en tête, c'est que je répète très souvent à mes clients, qui vient d'un philosophe. Robert Pirsig, c'est un philosophe américain. Il dit « Le seul zen, donc le seul calme qu'on peut trouver en haut d'une montagne, c'est le calme qu'on va avoir à porter soi-même. » Donc, ce qu'il dit, c'est, indépendamment que tu aies t'asseoir en haut d'une montagne, ce que tu vas retrouver en haut de la montagne quand tu vas méditer, c'est ce que tu as apporté avec toi. Donc, avant de partir en voyage, il faut avoir ça en tête, de savoir qu'on ne pourra pas nécessairement se sauver de soi-même. On est la personne avec qui on va vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de nos jours. Les gens peuvent avoir envie de partir pour plusieurs raisons. Moi, ce que j'entends, c'est souvent la douleur, avoir envie de prendre une distance du milieu de vie dans lequel on est, qui nous rappelle constamment la personne qu'on aimait tant et qui n'est plus là. Donc, pour avoir moins de rappel de cette personne-là. Après, il y a des choses qui peuvent entrer en ligne de compte si on décide de partir. De se retrouver dans des environnements nouveaux, ça peut aussi amplifier la douleur si on n'est pas assez stable. Donc, ça va l'amplifier dans la mesure où ça se peut qu'on se sente plus seul, qu'on se dise « cette personne-là avec qui j'étais ne voyage pas avec moi, elle n'est plus là pour voyager avec moi ». De l'autre côté, on va avoir parfois un retour à un endroit où la personne qui nous a qui est décédée, bien, on a plein de souvenirs qui sont tissés là-bas, puis ça peut être très réconfortant. Ça peut faire chaud en dedans de retourner à ces endroits-là. Ça peut faire du bien aussi, d'aller déposer sa peine dans un lieu qu'on a fréquenté avec la personne. Il y a aussi, dans les raisons qui font que les gens ont envie de partir, c'est l'entourage qui va, quand on est en deuil, nous dire de se changer les idées. Est-ce que vous vous êtes fait dire ça, change-toi les idées, comme si d'aller prendre un thé, d'aller au centre d'achat, de magasiner ou de partir en voyage, ça allait faire que soudainement, la personne qu'on aime tant, on n'y pensera plus. Évidemment que ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer, mais il y a des gens qui partent avec cette intention-là, qui croient que de le faire, c'est ça qui va régler le problème. Donc, dans ce temps-là, c'est comme si l'idée de partir, ça devient une injonction au bonheur. C'est comme si les gens ne sont pas assez patients auprès de nous pour tolérer le fait qu'on a encore de la peine, que c'est encore difficile. C'est comme si les gens nous poussent à aller vers cette espèce de solution miracle-là qui serait « va dans le sud 2 semaines, puis tu vas revenir renouveler ». Donc, ça peut être une sorte d'injonction un peu particulière. Et paradoxalement, moi, ce que j'entends souvent dans mon bureau, c'est des gens qui vont dire « ça finit par me faire sentir coupable parce qu'on dirait que quoi que je fasse, je ne sais pas que je ne vais pas mieux, mais c'est encore là, c'est encore difficile, puis on dirait que ce n'est pas correct que ça soit difficile. » Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Dans ce contexte-là, pourquoi on pourrait avoir envie de partir? Pourquoi on pourrait avoir envie de la suivre, l'impulsion du voyage? Puis pour saisir ça, on va revenir sur une autre capsule que vous allez trouver sur la page d'infodeuil.ca parce qu'on a parlé en fait des bases du deuil, de comment on vit les émotions quand on est en deuil. Et il y a une collègue qui avait parlé en fait de la théorie de l'oscillation. En deuil, ça va osciller. Il y a des moments où on va être plus du côté de la perte, de la peine, de la nostalgie, de les vagues de deuil là, qui reviennent, où est-ce qu'on a le cœur lourd, qu'on est juste en train de conduire tranquillement notre voiture, puis tout à coup, une envie de pleurer nous prend, soudaine, il va y avoir ces moments-là. Et de l'autre côté, pour certaines personnes, ça va être
étonnant de constater qu'ils se sentent complètement dans la vie. Puis ça peut arriver dans la même journée. C'est-à-dire que le matin, tu étais sur Notre-Dame en larmes, et l'après-midi, il y a quelque chose de le fun qui se passe dans ta vie, et tu es capable d'en rire, tu es capable d'avoir du plaisir, tu es capable de trouver que c'est un bon moment. Et le défi du deuil, c'est vraiment d'en arriver à tenir ça, ces deux affaires-là séparées, ensemble, de dire « je suis parfois, oui, joyeuse et triste ». Donc, on est beaucoup dans la logique des « et », pas des « ou ». On est en train de vivre des affaires paradoxales en même temps. Et c'est ça qui va faire la différence, par exemple, avec quelqu'un qui est en dépression. Dans une dépression, l'accès au bonheur, l'accès à la joie est moins possible, voire plus possible. Avoir des intérêts, avoir même envie de partir en voyage, c'est pas vraiment là. On a plutôt envie de rester à la maison. Mais dans le deuil, il y a une tristesse profonde, il y a une tristesse viscérale, il y a un vide, il y a un ennui, il y a toutes les caractéristiques que je n'ai pas besoin de vous nommer, j'en suis certaine, parce que je sais que si on est là, c'est parce qu'on est tous en deuil. Hein? On a tous vécu un deuil, ou toutes vécu un deuil. Et on le vit, et de l'autre côté, mais il y a aussi la vie. Donc, le deuil, c'est cette espèce d'oscillation-là entre ces deux pôles-là qui vont venir nous visiter régulièrement, jusqu'à ce que ça se restabilise un petit peu puis qu'on ait trouvé tous nos mécanismes d'adaptation. Alors, dans ce contexte-là, le voyage, ça pourrait devenir un moment où on peut combiner les deux pôles. À la fois se recentrer sur soi pour vivre sa perte et expérimenter d'autres façons d'être en relation avec la vie en l'absence de la personne aimée. On pourrait osciller consciemment à travers ces deux pôles-là, à travers le voyage. Pour faire ça, on va essayer de le faire de façon consciente. Donc, il y a vraiment plusieurs recherches. En fait, le gros de la recherche a porté là-dessus. On va dire que l'exposition à des nouveaux paysages, à la nature, à des routines différentes, ça peut ramener chez les personnes en deuil une conscience de soi. C'est-à-dire nous sortir de l'espèce de période de choc dans laquelle on est quand on est en deuil, dans les premiers moments du deuil. Quand on a l'impression que la Terre continue de tourner, mais qu'on ne comprend pas comment la Terre continue de tourner. Nous, on est comme paralysés dans notre chagrin, dans l'incompréhension, en fait, dans la difficulté à digérer là, ce qui vient d'arriver. Le fait de, donc, se retrouver dans des nouveaux contextes, ça pourrait réveiller une forme de présence à soi, donc désanesthésier un petit peu notre état. Ça pourrait aussi offrir un répit du regard des autres. Le fait de partir, il y a des gens en deuil qui vont avoir besoin d'être beaucoup, beaucoup en contact avec les autres, puis en au contraire, qui vont avoir besoin de certaines personnes, puis de leur petite bulle de protection. Et plusieurs personnes m'ont dit aussi qu'ils avaient besoin de ne pas être systématiquement vus dans le regard des autres comme étant la personne en deuil, comme étant la personne dont l'enfant ou le mari ou la conjointe s'est suicidé, dont l'enfant ou le mari est décédé d'une maladie grave. Des fois, cette étiquette-là, on n'a pas toujours envie de la porter. Pour d'autres personnes, on regrette l'époque où on portait du noir, où tout le monde savait qu'on était en deuil et pouvait venir nous réconforter. Mais quand on a envie de se retirer un petit peu de cette étiquette-là, bien, le voyage, ça va nous permettre d'avoir un moment pour soi, pour revenir à ce qu'on sent ici maintenant et en prendre soin. La dernière chose aussi, c'est que le voyage, ça a un début et ça a une fin. Donc, ça peut servir de cadre à une sorte de transition intérieure qu'on est en train de faire. Puis, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Quand on vit un deuil, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Lorsqu'on apprend que la personne est décédée, il y a des affaires qui ne seront plus jamais comme avant. Le problème, c'est que dans les premiers temps du deuil, ce n'est pas clair ce qui ne sera plus comme avant. On dirait qu'au début, c'est comme si on avait pris un casse-tête, qu'on l'avait lancé dans les airs, puis que là, toutes les pièces sont par terre. Puis qu'est-ce que ça va donner, cette image-là, à partir de maintenant? On ne le sait pas exactement encore. Donc, parfois, de partir, ça peut nous aider à prendre le recul nécessaire pour être capable de prendre certaines pièces, voir ce qui reste, voir ce qu'on a envie de garder,
de la personne qu'on était avant le décès et de la personne qu'on va avoir envie de devenir. Donc, il y a une espèce d'espace liminal entre les deux qu'on pourrait avoir envie d'investir en voyage. L'autre chose qui a été observée dans les recherches, c'est que le fait de voyager, ça peut vraiment transformer la personnalité des gens. Puis, si vous avez des enfants autour de vous, observez un enfant qui part en voyage 1 semaine, 2 semaines. Quand il revient, on a toujours l'impression qu'il a maturé, même si ce n'était pas longtemps. Il a été en contact avec d'autres cultures. Il a mangé d'autres types de nourriture. Il a vu d'autres manières de vivre. On développe l'autonomie. Donc, toutes ces choses-là en voyage vont nous permettre de sentir qu'on reprend un peu contrôle sur notre vie. Il y a quelque chose, parfois, d'imprévisible qui s'est produit dans le deuil. Parfois, c'était prévisible. Mais en dépit du fait que ça soit prévisible, même si on a accompagné, par exemple, notre parent aux soins palliatifs, le jour où il décède, il y a tellement d'affaires à réorganiser. Tout n'est pas clair, puis on n'a pas encore l'impression que notre vie nous appartient complètement. Donc, le fait de partir en voyage, c'est un objectif, un projet, un plan qu'on a pour soi, qu'on organise pour soi-même. Puis ça me fait penser à une dame, en fait, qui m'a dit qu'elle était partie en voyage. Elle partait toujours avec son conjoint. Quand son conjoint est décédé, elle a dit « Je n'avais pas réalisé à quel point il m'avait appris comment voyager. » Elle dit « J'avais jamais organisé les voyages. » Parce que c'est vrai qu'on fait ça quand on est en couple. Hein? On sépare un petit peu les tâches sans trop se le dire. Puis lui, il adorait ça, préparer les voyages. Mais elle dit, je l'entendais préparer le voyage, puis je n'avais pas réalisé que j'avais appris à travers ces années-là comment organiser un voyage, comment me préparer. Elle dit, c'est comme s'il m'avait donné quelque chose que je ne savais même pas que j'avais. Fait que quand elle a organisé son voyage et qu'elle est partie, elle dit, je suis revenue en ayant l'impression d'être forte, d'être capable de m'organiser, même si j'aurais aimé ça qu'il soit là. Bien sûr que j'aurais aimé ça qu'il soit là. Puis bien sûr que je me suis ennuyée de lui. Mais il m'avait donné des outils, les outils dont j'avais besoin pour continuer. Donc, le fait de se mettre en action, ça l'a aidé à prendre conscience de tout ça, puis à poursuivre sa route autrement. Évidemment qu'il faut modérer ses attentes par rapport au voyage. Il y en a des gens, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Moi, j'ai déjà fait ça, partir en voyage après un deuil, puis finalement, quand je suis revenue, il n'y a rien qui avait changé. » Évidemment que si on part en ayant l'impression qu'on va être touché par la grâce ou qu'il y a quelque chose de magique qui va se passer, ça n'arrivera pas. Tu sais, dans le deuil, ça me fait toujours un peu, je ne sais pas vous, là, mais dans le deuil, souvent les gens vont dire « Mais avec le temps, ça passe. » Comme si c'était le temps qui faisait tout. Pourtant, les gens que je vois sont souvent dans mon bureau 1 fois par semaine, des fois 2. Ils participent à des soirées. Ils vont dans des groupes pour personnes endeuillées. Ils passent beaucoup d'énergie à essayer de réorganiser leur vie. Ce n'est pas le temps qui fait ça, c'est eux. Ils le font, elles le font. Donc, il y a une sorte d'agentivité là-dedans. Il y a beaucoup d'énergie qu'on met dans traverser cette épreuve-là. Si on décide de partir en voyage pour prendre soin de son deuil, comment, quand, où on fait ça? Donc, vous le savez, hein, être en deuil, il y a des moments, vous allez le sentir pour vous-même, c'est juste pas le bon moment. Hein, il y a des moments au début du deuil où on va se sentir perdu, un peu désorienté. Des fois, on a juste encore trop de choses à faire. Il y a toute la liquidation, il y a toutes les tâches à faire en lien avec l'accompagnement de la personne décédée. Des fois, il faut s'occuper du reste de la famille. Il y a des moments, il y a des personnes qui ont tellement de choses à faire au début du deuil qu'ils n'ont même pas le temps d'être en deuil. Donc, le deuil va arriver un petit peu plus tard. Puis là, c'est là le gros de la détresse va arriver. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'on vient de le dire, c'est énergivore, le deuil. Ça va demander des moments où on va devoir se déposer et partir en voyage. C'est du travail. Il y a des choses à faire, il y a des choses à planifier, il y a des choses à organiser et on n'est pas dans nos repères habituels. Donc, on va choisir le moment dans lequel on va partir. On va se trouver soi-même son bon rythme. Donc, l'enjeu, ça va être vraiment de se questionner pour soi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Après ça, dans le comment,
je vous dirais que ce qui compte le plus, c'est l'intention. Les gens qui partent avec leur deuil, dans l'intention de prendre soin de leur deuil, mais qui n'organisent pas les choses pour que ça se fasse, vont revenir en disant « ça n'a rien fait ». Je vous donne un autre exemple d'une dame qui a voyagé. Et elle, ce qu'elle s'était dit, c'est « j'ai la possibilité d'aller dans 3 pays différents, puis je vais essayer d'aller rencontrer des gens pour voir comment eux, ils vivent leur rituel de deuil. » Elle dit, on dirait que les miens ne me suffisent pas. Donc, elle s'est créée un réseau de personnes endeuillées dans 3 pays différents. Elle a vu des rituels funéraires, elle est allée visiter des cimetières, elle a rencontré des gens, elle a rencontré des moines bouddhistes puis des prêtres. Tu sais, fait qu'elle s'est vraiment donnée, je vous dirais. Puis je pense pas que c'est le but pour tout le monde parce que dans d'autres situations, moi, je vais me prendre un exemple. Il y a une fois où je suis partie en deuil pour aller faire une retraite de méditation. Puis c'était un voyage, j'étais dans un pays étranger. Je le savais que j'allais là pour me déposer et tolérer ma peine. Parce que je me disais, il faut que j'apprenne à vivre avec elle parce que pour un moment, elle s'en ira pas. Ça ne sera pas tout de suite. Je vais avoir de la peine encore un bout de temps. Fait que comment je vais être capable d'être avec elle et d'être dans ma vie en même temps? Donc, mon projet à moi, c'était ça. Mais parfois, ça peut être vraiment, peu importe l'objectif, là, ça peut être juste de dire, j'ai besoin d'aller me reposer, de me garder des moments d'écriture, d'aller explorer des nouveaux paysages, de rentrer en contact avec la nature, d'avoir un minimum, un objectif, ça va vous aider à garder le cap. Est-ce qu'on va décider de voyager seul ou de voyager avec d'autres personnes? Ça va être une question à se poser aussi pour essayer d'évaluer ça. Et aussi de se méfier de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que leur intention, c'est de fuir. Donc, il y a quelqu'un qui me racontait, moi, je suis quelqu'un de ville, j'aime New York, c'est ma ville préférée. Puis là, j'ai fait, wow, comment tu vas faire ça? Il a dit, je ne sais pas encore, mais je sais que ça va marcher. Je me fais confiance. Il part vers New York, fait son voyage. Puis finalement, son truc, ça a été de s'asseoir à tous les matins à Bryant Park, qui est derrière la très belle bibliothèque à New York. À tous les matins, il s'est assis avec son café, puis il a regardé les gens vivre. Puis il disait, je pense que c'est ça qui me fait du bien, juste de savoir que même si présentement je ne le sens pas, je suis dans une ville que j'aime, ça grouille autour de moi, il y a quelque chose qui continue, puis à un moment donné, je vais reprendre le rythme, moi aussi je vais être capable. Mais pour l'instant, mon besoin, c'est de rester assis tranquille, avec mon journal, d'écrire, prendre mon petit café dans un endroit qui me fait du bien. Alors, il ne s'est pas senti perdu. Il y a eu des moments où il a pu se déposer, puis il y a eu des moments où il s'est activé beaucoup, comme on peut le faire à New York, c'est-à-dire avoir des journées beaucoup trop pleines, avoir marché 40 000 pas à la fin de la journée, être épuisé puis aller se coucher. Fait que l'idée, c'est de ne pas perdre contact avec soi dans cette expérience-là. Et le « où », dans les études, ce qu'il disait, c'est qu'il y a 2 choses. Parfois, quand on est une personne immigrante et qu'on retourne dans son pays d'origine pour les funérailles de la personne ou juste pour aller célébrer des funérailles, même si le corps de la personne reste ici, des fois on va faire des célébrations dans le pays d'origine de la personne. Il y a des gens qui trouvent du réconfort là-dedans et il y a des gens, au contraire, qui vont vivre un choc culturel à l'envers. Et là, je prends pour exemple une amie à moi qui m'avait dit, quand je suis retournée dans mon pays, elle dit, je me rends compte que je suis ici depuis une 20aine d'années, puis j'ai adopté quelque part un mode de vie canadien, québécois. Puis je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, dans mon pays d'origine, tout le monde est enchevêtré. Je n'avais pas une seconde pour moi, pour réfléchir, penser, pleurer. J'avais toujours quelqu'un qui venait me porter un gâteau pour dire, il faut que tu manges, tu n'as pas assez mangé. Il faut que tu pleures, tu n'as pas assez pleuré. Dépêche-toi, va voir une telle, va lui donner un câlin. Elle dit, on est très, très, très enchevêtrés comme culture. Puis elle dit, c'est comme si vivre un deuil là-dedans, j'avais l'impression de ne jamais avoir un moment pour moi. Fait qu'elle dit, j'ai comme vécu 2 deuils. J'ai vécu le deuil de mon père, puis j'ai vécu le deuil de me rendre compte que quelque part, je n'étais plus tout à fait une personne originaire de ce pays-là. J'essaie de garder un minimum de confidentialité.
on va dire au hasard n'importe quoi, mettons que c'était la Grèce, elle va dire « je n'étais plus tout à fait grecque ». Et c'est la première fois qu'elle s'en rendait compte. Donc, il a fallu qu'elle digère ça aussi. D'autres fois, dans les lieux de continuité, on peut se retrouver à des endroits, comme je l'ai dit tantôt, qu'on a visités avec la personne et qui nous ont fait du bien. Donc, comme faire un petit pèlerinage des fois, de retourner dans les lieux où on est allé avec la personne qu'on aimait. Il y a des lieux de transformation aussi, qu'on pourrait appeler, quand moi j'ai décidé de partir faire une retraite dans un autre pays. C'était différent, c'était agréable, c'était en même temps le cœur lourd du deuil. Mais ce pays-là, dans ma tête à moi, c'est resté un lieu où il y a quelque chose de positif, puis de sain, puis de transformateur qui peut se passer pour moi. Sinon, la nature, et parfois, ça peut être des lieux très, très, très ordinaires. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, ça va nous mener à parler des ancrages, et ça va nous mener aussi à parler du fait que tout ça, on peut le faire chez soi. Parce que au départ, Joanne te dit, on voyage à l'intérieur de soi. Le deuil, c'est une traversée qu'on fait sur notre petit radeau une fois de temps en temps, on va s'asseoir, puis on le sait qu'à un moment donné, on va se rendre de l'autre bord. De la grosse peine. Donc, dans les lieux ordinaires, des fois, les maisons, les marchés, retourner comme dans des endroits qu'on a partagés avec la personne qu'on aimait. Le voyage, en fait, c'est un tiers-lieu, c'est comme un espace où on va juste accomplir quelque chose pour soi-même, un petit moment de plus dans la traversée du deuil pour soi, à l'abri du regard des autres, donc un espace de transition, si on s'y prend bien. Ça va nous amener à parler des ancrages, en fait. Moi, plus je pratique, plus je me rends compte qu'on est collectivement mal outillés pour faire face aux tensions qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. On va parler des émotions négatives, dont je défais ça à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. On va parler des émotions désagréables. Il y a des affaires vraiment difficiles, mais quand on a de la peine d'avoir perdu quelqu'un, c'est parce qu'on a aimé tellement fort. Donc, est-ce que c'est négatif? C'est difficile, mais c'est vrai que c'est inconfortable, puissance 1000. Le deuil, c'est très inconfortable, bien sûr. Il y a des moments aussi où ça se peut qu'on sente qu'on perd pied. Ça, il y a beaucoup d'endeuillés qui vont me le dire. Ça va-tu s'arrêter? Je me fais beaucoup demander la recette du deuil. Comment on fait ça pour que ça passe le plus vite possible parce que ce n'est pas confortable. Donc, les ancrages vont venir être utiles à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est comme nos outils qu'on va se trouver pour être capable de traverser un moment où les émotions deviennent trop intenses pour nous. Puis quand je parle d'émotions, c'est sûr que quand on parle du deuil, des fois, on va avoir tendance à penser à la tristesse, et bien sûr qu'il y a de la tristesse. Mais des fois, il va y avoir de la colère qu'on va être gêné de ressentir, parce qu'on va se dire comment je peux sentir ça devant quelqu'un qui est décédé, que j'ai aimé, puis qui ne peut pas se défendre. Ça peut être de la culpabilité. On est des champions de la culpabilité, donc quand quelqu'un décède, on fait la liste de tout ce qu'on n'a pas fait. On a du mal à faire la liste de tout ce qu'on a fait. Puis, indépendamment de la quantité des choses qu'on a faites, est-ce qu'on y a mis une sorte de qualité de présence? Est-ce qu'on a été là pour vrai? Même si ce n'était pas si souvent que ça. Donc, toutes ces émotions-là vont venir nous traverser, généralement pas une à la fois, vont arriver comme une masse, puis parfois, on ne sait pas exactement comment faire pour traverser ça. Imaginez-vous que ça vous arrive, puis que vous êtes dans un pays étranger. Mais peut-être qu'il faut être capable de partir avec son petit sac d'ancrage. De savoir que si le radeau se met à brasser, qu'il y a une petite tempête sur l'océan, bien que nous, pas grave, on est équipés. On va trouver une façon de s'apaiser. Donc, dans les premiers ancrages dont je voudrais vous parler, il y a les ancrages en lien avec la mémoire. Comment on va faire pour garder le lien avec la personne qu'on a tant aimée et qui est décédée? Je serais prête à gager de l'argent qu'il y a des gens ici ce soir qui ont un objet, un bracelet, un collier commémoratif avec des cendres d'un proche dedans. Bon, puis je pense qu'il y a des gens qui ont... Ça se peut-tu? Il y en a qui en ont? Évidemment. C'est ça qu'on fait. Parce qu'on est intelligent. on a
envie de se séparer doucement de la personne, on la transporte avec nous, des fois dans un bracelet, des fois dans un collier. Ça peut être qu'on a les cendres qui sont pris dans la résine, d'autres fois, ça va être un bijou de la personne, un fleur de la personne. Quand on va partir en voyage, ça se peut qu'on décide de partir avec ces objets-là qui nous rappellent la présence de la personne. Ça se pourrait aussi qu'on se crée un rituel. Beaucoup de mes clients me disent, parfois ils sont gênés, mais je suis comme, tu n'as jamais été dans une rencontre où il y avait plein d'endeuillés parce que tout le monde fait ça. Les gens vont me dire, moi, je suis un peu gênée, mais je parle tous les matins. Là, je fais, lui parles-tu fort? Oui, parle-lui fort. Donc, il y en a qui ont leur photo puis qui parlent à la personne endeuillée. On peut partir avec sa photo si on veut. On peut photographier des lieux. Moi, j'ai fait ça longtemps, continuer de prendre des photos pour ma mère. Je n'arriverai pas pour lui faire une petite présentation en revenant, mais ça me fait du bien de penser que je le fais parce que je l'ai toujours fait. Donc, on va essayer, dans le fond, de trouver une manière qui nous convient à nous, de rester en lien avec la personne. Puis des fois, c'est juste en pensée, des fois, c'est dans notre cœur, puis ça suffit, mais certaines personnes vont avoir besoin de se raccrocher à quelque chose de plus concret. Donc, ça serait correct de partir avec ça. J'ai même une connaissance qui a perdu son petit bébé, malheureusement, qui était sur une morte-naissance. Son enfant est décédé à l'accouchement. Puis elle l'avait dans son petit urne pendant un bout de temps à la maison. Elle est allée faire du kayak avec tout l'été. Parce qu'elle vivait au bord d'un lac. Puis son rêve, c'était d'aller faire du kayak avec son enfant. Fait que quand elle partait faire du kayak, petit bonhomme dans le kayak, viens, on va aller faire du kayak. Ça te fait du bien? Ça te fait du bien. C'est tout. Donc, dans le fond, on essaie de se trouver un ancrage, si ça nous parle, si ça nous fait du bien, qui va nous permettre de maintenir une continuité affective avec la personne, tout en continuant d'explorer d'autres choses, un autre pays. On explore avec la personne autrement. Donc, tranquillement, on commence à introduire cette idée-là de « tu n'es pas avec moi, mais tu es avec moi ». Après, on pourrait avoir envie d'avoir des ancrages sensoriels. Tu sais, le deuil, on en a parlé tantôt, hein? Des fois, ça va nous déconnecter nos sensations physiques. Il y a des gens qui vont me dire, on dirait que je me sens plus, ou je me sens plus comme avant, ou au contraire, je sens trop. Tout me touche, tout m'agresse, tout est trop fort. Tu sais, il y a quelque chose avec le rapport au corps qui peut avoir été transformé. Puis d'autres fois, c'est le contraire, on se sent comme un robot en mode automatique pour avancer. Donc, si on veut réhabiter son corps, parfois, ça va être des petites routines qui vont nous aider, tu sais, de s'assurer. Là, elle me vient dans la tête, je n'y avais pas pensé à elle avant ça, mais dans un voyage que j'ai fait, il y a une femme qui est en deuil, puis je faisais juste dire doucement, parce qu'on a fait un petit bout de voyage ensemble, je disais, tu n'as pas mangé encore, viens, on va aller manger. Viens, on va aller luncher. Viens aller souper. Juste maintenir des rituels qui ont l'air de base, mais qui vont nous sortir de la tête parfois quand on est en deuil. Et puis, éventuellement, elle a trouvé quelque chose que la personne qu'elle aimait, sa mère, elle a trouvé un genre de petit dessert que sa mère aimait. Puis j'ai dit, bien, on va y aller en chercher tous les jours du petit dessert. Ça va faire du bien. Fait que c'est juste de dire, bien, ici, dans cette ville-là, qui est étrangère et qui m'est étrangère, il y a quelque chose qui me fait penser à ma mère, qui me rassure, qui me fait du bien. Comme si sa présence venait d'apparaître, en fait. Ensuite, parfois, ça peut être, je fais ça très souvent, je vais sentir le parfum de ma mère à la pharmacie, et son parfum, il y en a partout dans le monde. Donc, une fois de temps en temps, je vais aller sentir le parfum de ma mère. Des fois, vous pouvez apporter une playlist. Donc, l'idée, c'est de revenir à vos sens. Vous pouvez écouter quelque chose qui vous fait penser à la personne, sentir son parfum, l'apporter avec vous. Des objets tactiles apaisants. Les enfants, souvent, vont partir avec une peluche, par exemple, qui appartenait à leurs parents ou que leurs parents leur avaient donnée. Parfois, ils vont partir avec un vêtement du parent ou avec une peluche que le parent avait donnée. Donc, dans le fond, ça va nous permettre d'alterner entre toutes les découvertes sensorielles qu'on va faire dans le nouveau pays, parce qu'il n'y a pas un pays qui sent comme le Québec. Vous remarquerez ça en voyage, ça ne sent jamais vraiment pareil. Ce n'est pas les mêmes épices, ce n'est pas les mêmes odeurs, ce n'est pas la même chaleur. Fait qu'on peut être absorbé par ça et à la fois avoir des repères qui nous rassurent, qui nous font du bien,
puis qui font qu'on se sent dans nos affaires à nous. Donc, on veut s'assurer de garder le contact avec soi. On voudrait aussi, peut-être, tout dépendant de ce dont on a besoin, choisir des ancrages relationnels. Ça se peut qu'on ait envie de partir seul. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé voyager seul, même si là, je voyage plus seul depuis de nombreuses années, mais c'est quelque chose que j'appréciais. En deuil, par contre, on va peut-être vouloir s'assurer de garder des contacts avec des proches au cas où il y a une grosse vague de deuil. Ça se peut qu'à un moment donné, on ait besoin de parler à quelqu'un, puis de savoir que cette personne-là n'est pas loin, qu'elle peut répondre à notre appel, qu'on peut faire un FaceTime, qu'on peut se voir, se parler, puis vivre cette vague de deuil-là ensemble, même si on est à distance, ça se peut que ça nous aide à nous apaiser. On pourrait se planifier des moments fixes ou pas. On pourrait aussi partager, avoir une espèce d'album commun où on partage notre voyage au fur et à mesure avec les gens. Ce que je suggère aux gens qui partent aussi, c'est vraiment d'avoir donné leur itinéraire à quelqu'un au cas où qu'il arrive quelque chose. Mais aussi, c'est le fun de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous suit. De ne pas partir dans le vide, mais d'avoir l'impression d'avoir un peu de solide. Ça, c'est quelque chose qui a fait du bien à plusieurs personnes que j'ai accompagnées. Et ça m'est venu d'une cliente, encore une fois, il y a plein d'affaires. Hein? C'est vous autres qui me nourrissez, puis moi, quand je traverse des deuils, qui nourrit. Il y a une cliente qui était partie en voyage, puis elle a dit, je voulais voyager toute seule, mais pas complètement. Donc, là où elle est allée, dans tous les villages, les villes où elle est allée dormir, elle s'est trouvée un centre de yoga. Fait que à chaque jour, dans le fond, elle pouvait aller rejoindre une petite communauté. Elle allait voir la professeure de yoga, il expliquait sa situation. Puis souvent, à la fin, il disait un bon mot pour elle. Il y avait comme si la communauté de ce pays-là, des gens qui ne reverraient jamais, l'entouraient de douceur, puis disaient, ben, on va avoir une pensée pour elle, ou on va méditer pour elle, ou cette posture-là, ça va être pour elle. Donc, les gens étaient sensibles à ce qu'elle vivait. Fait qu'elle s'est sentie portée à travers son voyage, puis ça lui a donné l'énergie pour continuer. Donc, ça nous permet, le relationnel, de ne pas juste rester dans le côté de la perte, de l'oscillation, pas juste rester dans le chagrin, mais de s'assurer qu'on aurait des repères dans le réel, des repères qui nous attendent, des repères de gens qui vont nous faire du bien en revenant aussi. Dans les derniers ancrages, il m'en resterait 2. Là, il y a mon préféré. Mais après, vous choisissez. Tous les ancrages que je donne peuvent être utiles, mais c'est la créativité. La créativité, je trouve que des fois, là, on met ça plus gros que c'est. Hein? Puis moi, très longtemps, j'ai mis ça beaucoup plus gros que c'est. Avec une de mes amies, présentement, on a organisé des ateliers où on fait du collage. Tout le monde peut faire du collage, c'est facile, pas besoin de savoir dessiner, pas besoin d'être bon dans rien. Ça prend des magazines avec des photos, puis après ça, on y va avec ce qui est devant soi, juste pour laisser aller libre cours à ce qui sort. Et il y aura toujours un lien avec comment vous vous sentez. Ça se peut que ça soit très lumineux parfois. D'autres fois, j'en ai vu des collages très sombres, très tristes, très... très en deuil, même des fois de ressentir quelque chose comme du vide. Mais j'aime mieux voir le vide sur un collage que de le voir à l'intérieur de la personne. C'est correct de le déposer quelque part et de dire ça, je laisse ça là. Ce bout de vide-là de moi, je vais le laisser là. Je vais aller le remplir avec autre chose au fur et à mesure que je vais explorer mon deuil. En voyage, on peut tenir un journal. Il y a des gens qui tiennent des journaux créatifs aussi, qui vont faire des dessins ou qui vont juste garder des petites choses d'un peu partout, coller des coquillages dans leur journal, coller des bouts de ce que vous avez trouvé au restaurant, des bouts du menu, peu importe, mais vous faites quelque chose qui dit « Je suis passé par là, j'ai traversé ça et voici où j'en suis ». Puis évidemment que quand on tient un journal, on va essayer de parler peut-être un petit peu plus de ce qui nous habite que des faits. Donc, on va pouvoir éventuellement le bénéfice de tenir un journal. Chaque endeuillé dans mon bureau qui a décidé d'en tenir un journal, je leur dis des fois, retourne donc au début. Parce que quand on est en deuil, on ne s'en rend pas compte qu'on chemine. On a tout le temps l'impression, voyons, j'ai encore de la tristesse. Tu sais, ça fait 2 mois que je n'ai pas pleuré, mais je pleure encore.
Mais retourne au début du journal voir, tu pleurais combien de fois par jour? Combien de fois par nuit? Tu sais, ça nous aide à voir aussi qu'en dépit du fait que la personne, on va toujours l'aimer, puis ça se peut qu'on ressente de la tristesse longtemps, bien, on est beaucoup mieux, plus fonctionnel, puis on a réintégré la vie comme il faut. Donc, la créativité, ce qui permet de transformer l'expérience en quelque chose qu'on peut regarder, toucher, revisiter, relire. Donc, on devient aussi, je trouve, plus créateur du sens que la perte a pour nous en ce moment, jusqu'au point où, à un moment donné, il y a une femme qui m'a dit, pendant qu'on faisait un atelier là, dans mon bureau, où est-ce qu'elle a fait un collage, puis elle a dit, c'est drôle, hein, elle dit, c'est comme si je me rends compte que là, mon proche, il est dans moi. Elle dit, je ressens plus vide comme avant. On dirait qu'il est dans mes veines, on dirait que je respire avec. On dirait que c'est plus facile qu'avant de tolérer qu'il soit absent. Et ça, c'est en faisant un collage qu'elle s'est rendue compte de ça. Puis les derniers, bien, c'est les ancrages spirituels, les rituels. Ça aussi, des fois, on voit ça plus gros que c'est. Moi, j'accompagne des gens de toutes les confessions religieuses, j'accompagne des gens qui sont athées, j'accompagne des gens qui ont des croyances spirituelles originales, je vais le dire comme ça. Et l'idée, au fond, quand je vous dis ça, c'est vraiment de trouver un moment, tu sais, dans le fond, la spiritualité, c'est comme une quête de sens. C'est quoi le sens que cette traversée-là va avoir pour moi? Au fur et à mesure que j'avance, pourquoi je continue d'avancer? Qu'est-ce qui me relie encore à la personne? Ouais. Puis il y a des moments où on ne le sentira pas, puis on va être honnête. On va dire, OK, en ce moment, je ne le sens pas. Il y a pas de... Pour le moment, il n'y a pas de plus-value à tout ça. Mais peut-être qu'un jour, je trouverai quelque chose. Donc, ça peut être de méditer, prier, trouver des lieux de recueillement en voyage. Si vous n'avez jamais fait ça, je trouve que c'est magique de se promener dans les temples, magique de se promener dans les mosquées, magique de se promener dans les églises. C'est surtout magique de voir les gens à l'intérieur, que vous soyez croyants ou pas, de voir les gens, l'humilité des gens qui vont se déposer dans un lieu de foi ou peu importe, c'est magnifique. Il y a comme une communauté, puis en général, les gens qui sont là en train de prier traversent quelque chose de difficile. Fait que souvent, on peut se sentir moins seul puis accompagné. Puis, la spiritualité aussi, c'est d'être capable d'observer, d'être en contact avec la nature, d'observer les cycles naturels de la vie, les marées, les phases lunaires, tout regarder ça se passer puis se dire, il y a quelque chose, il y a une autre idée qui me vient. Il y a une petite fille un jour qui m'a dit, j'ai compris quelque chose d'important. Son petit frère était décédé et il avait été enterré dans la tradition religieuse dans laquelle eux ils sont. Il faut que la personne soit enterrée le plus rapidement possible. Il est décédé durant la nuit. Donc, quand elle s'est réveillée, son petit corps était déjà parti. Les funérailles ont eu lieu et il s'est retrouvé enterré. Elle a dit, je ne l'ai pas revu. Puis elle avait du mal avec ça. Puis éventuellement, elle est revenue me voir, puis elle m'a dit, il faut que je te confie quelque chose de vraiment important, puis que tu en parles à tout le monde. Fait que j'en parle à tout le monde. Elle m'a dit, est-ce que tu savais que le compost, ça sert à faire pousser les fleurs? Ben, j'ai dit oui. J'ai dit, c'est vrai que c'est ça qu'on fait avec le compost. Ça peut faire partie des choses qu'on fait avec le compost. Elle m'a dit, OK, je vais dire quelque chose que je pense que toi, tu vas être capable d'entendre, mais peut-être pas tout le monde. Là. Elle dit, mon frère, là, ça va devenir du compost. Puis elle dit, le printemps prochain, ça va être lui, les fleurs. Puis elle dit, je veux que tu en parles à tout le monde. Fait que j'ai dit, OK, je vais en parler à tout le monde. Parce qu'elle, dans sa tête à elle, elle avait compris que le corps allait se transformer, que le corps de son petit frère qu'on avait mis en terre allait se transformer et que de cette transformation-là, quelque chose allait renaître. Puis pour elle, dans sa tête d'enfant, ça avait beaucoup de sens, puis c'était parfait. Elle dit, moi, là, toutes les fleurs du printemps, c'est mon frère qui a dedans. Moi, je ne peux pas inventer des affaires de même. Je ne peux pas avoir cette imagination-là. Donc, je trouve ça beau de voir comment les gens finissent par trouver un sens à l'expérience qu'ils sont en train de vivre, en dépit de leur âge, peu importe l'âge qu'on a. En gros, le deuil, c'est pas magique. On va pas le régler de façon... c'est pas parce qu'on part en voyage qu'on va régler
ou traverser son deuil, en fait, c'est un des moyens qu'on peut prendre pour traverser son deuil, en autant qu'on y mette vraiment l'intention de prendre soin de soi, de s'observer, d'être ouvert à ce que les expériences nouvelles vont nous apporter, à être ouvert à reconnaître comment ces expériences-là vont venir nous transformer, de la même manière que le deuil nous transforme. Quand on revient, ça peut être utile aussi de prendre le temps de voir, tu sais, comme de s'asseoir et de dire « Qu'est-ce que ça m'a donné de faire ce voyage-là? Qu'est-ce que je retiens? » Puis de continuer son journal, parce que la vie continue. Hein? Ça a pas de, il n'y a pas une date de début. Oui, il peut y avoir une date de début de deuil, mais il n'y a pas nécessairement de date de fin. On reste en relation avec la personne tout au long de notre vie. Il y a juste un verbe qui ne va pas se conjuguer au passé quand on va parler de la personne qu'on a aimée, c'est « je l'aime ». Qu'elle soit vivante, qu'elle soit présente ou pas, je l'aime au présent. En fait, pour terminer, ce que je dirais, c'est vraiment d'être prudent, qu'on soit ici ou en voyage. Toutes les stratégies d'ancrage dont j'ai parlé, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Ça peut avoir l'air banal, puis ça va arriver à certaines personnes de me dire « Mais comment le fait d'allumer une chandelle, ça va changer quelque chose pour moi? Comment le fait de méditer, ça va changer quelque chose pour moi? » Ça ne changera rien si ça n'a pas de sens pour vous, si ce n'est pas votre rituel à vous et que vous ne savez pas pourquoi vous le faites. À partir du moment où on s'est trouvé quelque chose pour soi et qu'on le répète, on finit par trouver une forme de réconfort là-dedans. Et c'est ça que les recherches sur le voyage en deuil ont donné. Avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a eu l'impression, je pense, on va en parler ensemble, mais d'avoir des images aussi pendant que tu parlais, soit de voyages qu'on a fait, de voyages qu'on se propose de faire. Puis, pendant ce temps-là, on dirait que toute la question du deuil a voyagé en nous en même temps. Et j'avais beaucoup, beaucoup d'images, de pensées. J'avais aussi des drôles de questions qui me sont venues, comme parfois, le voyage peut nous marquer parce que une personne qu'on adore était partie en voyage et décédée durant un voyage. Et là, qu'elle ne revient pas de ce voyage. Et j'ai connu personnellement une personne qui a dit « Je vais retourner à ce lieu, cette ville, ce pays où la personne est décédée pour marcher dans ses pas et puis essayer de retrouver quelque chose de l'être qui n'est plus de ce côté ici, de son voyage, mais qui est resté là-bas. » Alors, ça m'est passé un petit peu par l'esprit, et puis aussi, peut-être quand on vient juste d'arriver d'un voyage et qu'on perd un être cher dans la même semaine, ça laisse une drôle d'impression du voyage qu'on vient de faire. Mais c'est parce que ça désenchante. Hein, c'est comme s'il y a quelque chose avec le voyage qui est un peu de l'ordre de l'enchantement, je pense. Tu sais, c'est comme si on attend tellement nos voyages, on attend tellement nos vacances. C'est comme si des fois, on ne se rend pas compte que la vie, c'est tous les jours de la vie, puis pas juste quand on va partir. Hein, c'est comme si quand on a un petit peu de mal, des fois, à insuffler. Je trouve, j'aime ça parler de ça aussi, c'est Fred Pellerin qui avait raconté qu'un de ses amis disait de façon très juste que chaque journée, c'était comme une petite boîte et qu'à tous les soirs, on refermait la petite boîte pour toujours. Qu'est-ce que tu as mis dans ta petite boîte aujourd'hui? Fait que je pense que des fois, si on est des gens qui mettons notre vie sur pause pour avoir l'impression d'aller vivre en vacances, si on vit un deuil en revenant,
c'est comme si ça désenchante tout. Déjà que le deuil désenchante quand même, je pense, Oui. de toute façon. Tu sais, il y a quelque chose qui vient avec ça. Souvent, les gens vont me dire, je perds la foi ou j'ai plus confiance en la vie, j'ai plus confiance en plein de situations. Une forme d'insécurité qui vient avec ça. Donc, oui. Oui, tout à fait. Alors, j'imagine que vous aussi, il vous est arrivé pendant qu'on écoutait Caroline sur ce déplacement, ce mouvement, être en mouvement, puis même durant le voyage, se poser, puis se déposer, où que l'on soit. Hein, on peut atteindre des espaces intérieurs aussi quand on, comme tu nous l'as si bien expliqué, quand on fait le nécessaire pour, par exemple, tu m'as fait penser dans l'Église, on s'en va là, on veut visiter, il y a des beautés dans l'Église, il y a un silence, il y a de la tranquillité, il y a de la douceur. Alors on peut se déposer à l'étranger, hein? Et ça aussi, c'est quand même assez formidable de savoir qu'on peut se déposer là où on est et là où on sera, là où on ira. Et je vais demander tout de suite à toutes ces belles personnes ici présentes dans la salle et aux personnes à la maison, si vous aimeriez déjà poser une question ou passer un commentaire à Caroline par rapport à la thématique du voyage et du deuil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire quelque chose? Qu'est-ce que ça a pu inspirer, évoquer comme image, représentation? Ça vous est arrivé de vous sauver tout de suite après le deuil dans un voyage qui vous a fait du bien ou au contraire, pas du tout? Ou vous avez déjà regretté d'avoir refusé des voyages parce que vous pensiez que ce n'était pas le bon moment? Peut-être qu'on peut essayer de réfléchir à ça. Ou même aux ancrages. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des ancrages ou qui n'avaient jamais vraiment envisagé tous ces petits moments-là qu'on peut prendre pour soi comme étant des moments où on revient dans l'expérience directe de ce qu'on est en train de vivre. On se ramène à la réalité, on sort un petit peu de notre tête, puis on se dépose dans un ancrage. Avez-vous utilisé ça? Est-ce que ça vous parle ou pas? Il y a de la timidité. Je pense qu'ils sont en train de faire un voyage. Hein? Un voyage. Oui, on a quelqu'un à domicile. Parfait. Merci. Et avant tout, merci pour cette belle présentation. J'ai une expérience vécue à être traduite et aussi un commentaire. Je vais commencer par le commentaire de Marie-Laurence qui vous remercie pour toutes les informations partagées qu'elle juge comme étant des infos intéressantes. Toute la question des ancrages avec la grande simplicité, la bienveillance que vous avez fait votre présentation. Donc, elle voulait souligner la qualité de votre présentation. Et j'ai aussi Sylvie qui dit avoir vécu une expérience justement liée au voyage où elle dit qu'après le décès de sa mère, elle avait le besoin de s'évader. Elle ne voulait pas faire face aux célébrations et que pour elle, ce voyage, je vais juste parce qu'on a eu quelques échanges, ce fut une parenthèse pour le deuil où elle est partie avec la famille pour prendre soin de faire ce deuil entre nous, sans personne qui nous dise comment se sentir. Voyager peut mettre entre parenthèses notre deuil tout en douceur et nous donner l'énergie de pouvoir continuer au retour parce qu'être en deuil, ça peut être épuisant. Puis là, c'est parce qu'elle nomme aussi que son père vient de décéder et elle sent la même chose, va devoir possiblement se reproduire. C'est quelque chose que j'ai vu quand même fréquemment le premier Noël. Les gens qui partent parce que ça va être trop difficile de célébrer Noël sans la personne aimée.
et qui ne sont pas en train de nier que la personne n'est plus là, mais que c'est juste, on veut prendre une bouchée à la fois. Donc, on va se retirer. Puis des fois, on ne part pas à l'autre bout du monde, là, on se loue un chalet. Puis on va se déposer ailleurs pour vivre ça autrement, le vivre ensemble entre nous, avant de retourner là où on était toujours tout le monde ensemble. C'est comme s'il y a une partie de la peine qui doit s'apaiser avant de retourner dans la réalité. Avec les enfants, je vais dire, on fait des petits muscles avant. C'est comme si on va se muscler un petit peu, on reprend pied, on reprend confiance à notre capacité à faire face. Quand on est un petit peu plus solide, là, on est capable de retourner dans les lieux comme juste sur le bord du sapin de Noël, à la maison familiale. Il manque quelqu'un, ça va être difficile, bien sûr, mais on sent qu'on est plus solide et capable de le faire ensemble. Tu l'as vu peut-être souvent, toi aussi, Caroline, que le premier Noël, les personnes disent j'ai le besoin de partir pour ne pas vivre les Noëls comme avant. Vraiment faire un changement pour traverser cette période des fêtes où les gens, en général, sont très heureux de se rencontrer, se voir, alors que la personne en deuil trouve ça difficile de vivre sans l'autre dans une occasion pareille. Et on sent qu'il y a des personnes qui choisissent ce moment-là en particulier pour faire un voyage, oui. Le temps des fêtes. Oui, bien en fait, il y a certaines dates significatives. Hein. Il y a des gens, au contraire, qui, pour certaines dates significatives, par exemple l'anniversaire de quelqu'un, ou qui vont choisir de rester, de refaire les rituels ici. Et il y en a d'autres, au contraire, justement, qui vont décider d'aller le vivre ailleurs. Puis, c'est ça que j'essayais de dire, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a vraiment, la question à se poser, c'est, pour moi, là, est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Puis, une fois rendu là-bas, est-ce qu'on veut le faire à improviser? Hein? Il y a des gens qui vont préférer se rendre sur les lieux puis décider au fur et à mesure de ce qu'ils veulent faire. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui veulent avoir certaines choses prévues. Et quand j'accompagne des familles, bien souvent, ce qu'on va se dire, c'est, parce que c'est ça l'enjeu en famille, hein? Quand on est tout le monde ensemble, il y en a qui veulent pas de rituel, il y en a qui veulent un rituel, il y en a qui veulent partir, d'autres qui ne veulent pas partir. Ça fait que c'est comment on va trouver ensemble un espace commun où est-ce qu'on va être d'accord pour dire, par exemple, si on quitte et qu'on s'en va dans un autre pays, OK, ça se peut qu'on va fêter Noël et qu'il n'y aura pas de neige comme d'habitude, ça va faire du bien à certains membres de la famille, mais ça va être correct qu'on apporte, et j'ai vu ça, certaines décorations, puis ça va ressembler un peu à notre Noël habituel. On peut faire des « et » sans faire des « ou ». Vous voyez, puis ça, je l'ai répété dans la conférence, puis je pense que j'en reviens souvent à ça, c'est ça l'enjeu du deuil, hein? C'est d'assurer une forme de continuité, de dire tout n'est pas différent et tout n'est pas comme avant. Donc, il y a des choses à inventer et il y a des choses à conserver. Donc, oui, il y a des gens qui sont partis avec des décorations de Noël puis qui sont partis de Montréal avec ça dans leur bagage. Oui, on a une question ici. Merci beaucoup. Je veux juste dire que mon conjoint est décédé il y a 23 mois. Les 6 premiers mois, je venais ici là, régulièrement. Après ça, j'ai fait pallier amis, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu en parler, tout ça. J'ai fait un suivi. Là, tu sais, il y a des gens qui me proposaient de partir en voyage. Je n'étais pas prête, là. Mais non. Là, je commence à y penser. Puis c'est drôle parce que, je veux dire, le voyage, pour moi, ça va être l'occasion, l'opportunité de faire une transition, de me détacher. Parce que je pourrais passer le reste de ma vie à aller aux endroits où il voulait aller, à lire ses poèmes, à tu sais... À faire sa vie à lui. J'existais avant, oui. Puis il faut que j'existe après. J'ai besoin de me retrouver, Louise, moi, là. Tu sais, ça a l'air égoïste, mais je veux dire, je le vis intensément, mon deuil. Le matin, je le cherche encore des fois dans mon lit, tu sais, mais je me dis, là, à un moment donné, il ne faut pas que je reste éternellement là-dessus, là. Il y a des étapes, puis là, je suis rendue à l'étape où je dois me rechoisir,
Puis j'ai le goût d'aller comme en Irlande ou en Finlande. Où j'ai besoin d'un endroit où il y a du vent. Oui. Parce que j'avais un chalet sur le bord d'un lac, puis avec lui, on a travaillé comme des fous. On a planté des arbres, on a fait le toit, on a tout fait. On a travaillé pendant 25 ans. C'est un gros morceau de dire je vends ça, là, puis je lâche ça. Là. Mais il faut que j'avance. Puis c'est ça. C'est ça que je voulais dire, la transition. Puis tu sais aussi, j'avais de la gratitude pour tout ce qu'il m'a enseigné, tout ce qu'il m'a appris, mais j'avais de la colère aussi. Parce que je me disais, il voulait aller voir la tombe d'Édith Piaf. Ben oui, tu sais, la tombe d'Édith Piaf. Moi, il allait tout seul voir la tombe d'Édith Piaf. Tu sais, il y a ça aussi, là. Fait que c'est pour ça que c'est important que je me choisisse, puis que je n'aille pas nécessairement tout le temps dans les endroits où il voulait, puis là, ah, ben c'est ça. Non, tu sais. Il faut que je me dise, il voulait aller là, puis ça ne l'a pas eu, tu sais. Non. Il est avec moi, il est dans mon cœur, il aura toujours sa place là, mais il faut que je me rechoisisse. Puis j'ai le goût d'aller aussi dans mon coin d'origine, au Lac-Saint-Jean, là, aller voir les chutes, puis aller voir Val-Jalbert, puis bon. Tu sais, j'ai besoin de me promener dans mes racines, parce que je suis une personne individuelle avant d'être un couple. Puis je veux retrouver ça. Merci. Beau témoignage. Vraiment. Oui. Puis moi, j'entends là-dedans plein de belles choses, tu sais, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Puis c'est vrai, hein, quand vous dites, ben j'ai le goût de me retrouver, en fait, c'est comme si, inévitablement, pour être un couple, on laisse aller des parties de soi, on les choisit. Hein, mais c'est comme si on consent, des fois, laisser aller un petit peu des petites affaires, des intérêts ou des choses qu'on aimait bien faire toute seule, mais qu'à deux, c'est moyen. Et puis, ben oui, c'est ça, à un moment donné, étonnamment, on se rend compte, plus on avance dans le deuil, que ces parties-là, on peut aller les récupérer. Tu sais, c'est pas comme si on se dit « j'aurais aimé mieux », tu sais, j'aurais préféré j'aurais aimé que tu ne meurs pas. Mais étant donné que c'est arrivé, puis que j'ai la possibilité de récupérer ces parties-là de moi que j'avais consenti à laisser aller pour un moment, bien volontairement, bien, ça peut être récupéré. Puis l'autre chose qui me frappe dans ce que vous dites, c'est... Je trouve ça mignon parce que quand vous parlez que vous avez beaucoup travaillé physiquement avec lui à l'extérieur, dans la nature, puis vous parlez d'Irlande, vous parlez de vent, puis vous parlez que vous avez besoin d'aller chercher vos racines. Si vous allez en Irlande, vous allez voir, il y a du ciel à perte de vue. Fait que c'est comme si on fait des « et » pas des « ou ». Il y a quelque chose dans la nature qui va vous rappeler votre mari que vous avez tant aimé, mais c'est votre voyage. Fait qu'on ne peut pas s'en débarrasser de même. C'est pas de même que ça marche. Les personnes qu'on a aimées, là, on les aime pour toujours. Puis on va transformer les choses pour nous-mêmes. On va continuer notre chemin, c'est vrai, sans eux, mais on va se rendre compte au fur et à mesure à quel point ils nous ont transformés. Puis des fois, on part bien sûr de nous, là, ça c'est mon voyage, puis lui, il ne serait jamais venu avec moi, puis tout, mais finalement, il y a plein de points communs avec des affaires qu'il aurait pu aimer. Mais je vous le souhaite. Je vous souhaite ces beaux voyages-là de transformation, puis de continuité. Puis merci pour votre beau partage. Oui, en arrière. Mais il y avait une petite Et main ici dans la salle, puis après, on ira vers on arrive la avec maison. un micro. Bien, moi, ça fait 5 ans que j'ai perdu mon mari, mais ça a été dans le temps de la pandémie et j'ai vécu ça seule. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je viens à toutes les choses qui parlent du deuil, parce que j'ai lu beaucoup, j'ai fait beaucoup de cheminement. Mais quand tu parles de voyage, moi, je n'ai pas renouvelé mon... Votre passeport? Non, je ne voulais plus aller nulle part. Excepté aux endroits, dans l'entourage, dans la nature, ces choses-là. C'est les seules choses qui m'intéressaient. Et après 5 ans, j'ai fait beaucoup de cheminement. Puis c'est la motivation, la joie que je cherche, mais mon Dieu, qu'elle est dure à trouver. C'est vraiment ça, oui. On en parlait dernièrement de la joie, hein, les petites joies. Dans ces situations-là, moi, je trouve que il y a
pas de petite joie, en fait. C'est comme d'aller vers la plus petite chose. Il y a une dame qui m'a raconté, « Ah, puis c'est même pas une dame, c'est moi. » Je vais vous dire la vérité. Parce que des fois, tu sais, c'est sûr que les témoignages que je fais, il y en a qui sont textuels, dans le sens que c'est comme ça que ça s'est passé, puis les gens m'ont autorisé à en parler. Il y en a même qui m'ont demandé d'en parler. Puis il y a d'autres choses que je vais vraiment arranger, parce que je ne veux pas briser la confidentialité. Les gens viennent me voir, puis c'est une entente qu'on a, que tout ce qui se dit dans mon bureau va rester dans mon bureau. Et puis il y a des fois où est-ce que, bien, comme là, je vais le dire, c'est que il y a un moment dans ma vie où ça avait été vraiment, vraiment difficile, puis j'avais eu plusieurs pertes une après l'autre. Puis la joie n'était plus là. Je la trouvais comme pas. Je me disais, voyons, on dirait que j'ai perdu ça. Pourtant, je suis quelqu'un de joyeux puis d'optimiste, puis j'y arrivais pas. Et dans un centre d'achat vraiment gris, brun en fait, déprimant, j'étais allée me promener parce que j'avais rien de spécial à faire, puis que bof, tu sais. Puis il y a une petite fille qui a mangé un cornet de crème glacée. Mais quand elle a pris une petite lichée, là, comme on dit, de son cornet de crème glacée, elle s'est mis la tête par en arrière, puis elle a fait c'est comme si elle venait de manger la meilleure affaire de l'histoire de l'humanité. Puis je la regardais, puis j'ai souri, puis là, je me suis prise, je me suis dit, « Ah, tu as eu de la joie. » C'était minuscule, mais je savais que la joie n'était pas morte. Donc, je pense que des fois, pour retourner là, il faut y aller petit. Le vent était doux sur ma peau, les feuilles sont belles dans les arbres, ça va être furtif au début. Mais je pense que ça peut être un exercice de présence qu'on fait, hein, de se dire, je vais essayer de m'attarder au moment où je la capture, aussi petite soit-elle. Mais c'est vrai que c'était des conditions épouvantables, la pandémie, pour perdre des gens. Puis j'ai vraiment beaucoup de sympathie. Oui, on a une... Est-ce que toi, tu avais quelque chose à ajouter sur la joie? Moi, je voulais dire, oui, quelque chose par rapport à la joie. Je suis en train de chercher le titre, peut-être qu'on va m'aider là, mais le titre du colloque qui était la joie sous le dernier. Oui, les débris du deuil, hein, la joie qui tente de remonter, reprendre surface, parce que la joie, elle s'est perdue dans les débris du deuil. Et tout d'un coup, au fil du temps, on avance, il se passe des moments comme tu viens de raconter. Les enfants sont toujours merveilleux. Qui voulait de l'espoir, qui voulait mettre de l'espoir sur son petit radeau. Mais les enfants nous amènent beaucoup, je trouve, à se reconnecter avec notre joie d'enfant, notre joie profonde. Et c'est parce que c'est vraiment tout au fond de nous, dans le deuil, la joie. C'est comme si on a de la difficulté à la repérer. Alors, en même temps, il arrive toujours, et ça c'est un moment, un éclat de lumière, de voir la petite, de savourer la crème glacée comme ça. C'est une scène. Hein? Oui. Et c'est souvent de voir une scène devant nous qui va réanimer une joie qu'on pensait qui n'existait plus. Oui. Alors, il faut être patiente. La joie va venir vers nous parce que parfois, on ne peut pas aller vers elle. Mais la joie elle va se manifester alors qu'on ne l'attendait plus. On vous le souhaite. Un mélange de joie à travers la peine. On écoute à domicile. Ça suscite beaucoup de réponses et d'expériences que les gens en ligne souhaitent partager. Alors, je vais en prendre deux, puis je vais revenir un peu plus tard avec d'autres. Alors, il y a Caroline qui vous dit « Merci, Caroline, pour cette belle conférence. À 2 reprises, je suis partie là où j'étais allé avec mon fils lorsqu'il était vivant.
Je comprends mieux pourquoi ça me fait tant de bien à chaque fois. Sa mémoire vivante et souriante m'accompagne dans ces endroits. Je garde précieusement tous vos ancrages. Et j'ai France qui dit après 2 mois de deuil de mon conjoint, je vais partir avec la famille de mon fils, faire un voyage de repos sous le soleil afin de se reposer car nous sommes épuisés. C'est la première fois que je vais partir sans lui. Cela me rend très triste car il adorait les voyages. Moi, personnellement, j'aime mieux aller dans des lieux où nous ne sommes jamais allés car il m'est difficile de retrouver des lieux qui me rappellent sa présence. J'ai besoin de distance car la peine est trop intense. Le voyage sera seulement une période de repos car je suis épuisé. Mais ce qui est bien, bien, je ne veux pas dire qu'il y a des choses bien ou mal, mais ce que je veux souligner, en fait, c'est la présence de cette personne-là à ses besoins actuels. Parce que c'est vrai que c'est épuisant, un deuil. C'est tellement fatigant. On ne s'en rend pas compte qu'un deuil, même physiquement, des fois, on va le ressentir on a mal dans le corps. Fait que de s'offrir des moments justement pour dire, OK, là, je me donne une pause, tout en sachant que ça ne sera pas comme les autres voyages qu'on a pu faire avant pour se reposer. C'est différent. Il y aura des moments où je vais peut-être quitter la plage pour aller pleurer dans la chambre et revenir. Il y a peut-être des moments où je vais... Parce que là, peut-être qu'elle va voyager avec ses petits-enfants, je ne sais pas. J'ai entendu en tout cas son fils, du moins. Il y aura peut-être des petits moments de joie, des petites choses qui vont passer, puis il y aura certainement des vagues de tristesse. Mais je trouve que la mer, c'est un bon prof de deuil. La mer, l'océan, là? Oui, l'océan, oui, bien sûr. Parce qu'on peut l'entendre de toutes sortes de façons, mais l'océan, oui. C'est vraiment, moi, je me souviens bien d'avoir eu des moments où il y a des journées où on fait juste observer l'océan, puis elle va être très, très agitée pendant un moment, puis tout à coup, le soir, ça retombe lisse, presque comme un lac, puis tu te dis, mais mon Dieu, c'est la mer, c'est l'océan. Puis là, il y a un beau coucher de soleil, puis c'est calme, puis tu dis tout ça dans la même journée. Puis je trouve que ça mime beaucoup le deuil. Comment on peut se ressentir parfois une journée où on se sent « let's go, aujourd'hui je l'ai ». J'ai une de mes clientes, il y a 2 personnes qui me viennent en tête. Il y en a une, elle m'a tellement fait rire, elle dit, un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, hey, là, j'ai compris comment ça marche le deuil, puis je vais être correcte. Puis elle dit, le soir, j'étais couchée dans mon lit, puis je pleurais ma vie, puis c'était comme, mais comment j'ai pu être si certaine que j'avais compris, puis finalement, c'était pas ça. Bien, parce que c'est dur à comprendre, on ne se reconnaît pas, tu sais. Puis là, c'est ça. Une autre personne qui m'a dit qu'elle s'attendait justement à aller en voyage près de l'océan, puis que l'océan, pour elle, ça a toujours été un lieu où est-ce qu'elle se régénérait beaucoup, mais que cette fois-là, ça n'a pas eu le même effet. Elle dit, je faisais juste regarder l'immensité, puis elle dit, ça résonnait sur l'immensité de ma peine. Elle dit, j'avais l'impression, puis là, je reviens au petit garçon, qui dit qu'il y avait autant d'eau dans l'océan que moi, j'allais avoir à verser des larmes. Puis elle dit, c'était comme triste parce qu'elle dit, je ne me sentais pas exactement bien encore. Elle dit, comme s'il n'y avait nulle part où j'étais complètement bien. Fait qu'on parle encore une fois de ce que je disais un petit peu au début de la conférence, qui est que des fois, on va projeter beaucoup, beaucoup de choses sur l'idée du voyage. Hein? On va se dire, OK, c'est ça qui va me faire du bien. Pas nécessairement. Fait que le deuil, ça nous apprend vraiment à vivre moment après moment pour ce qu'il est. Là, je me sens bien. C'est un bon moment, super. Oups, le vague de tristesse, OK, vague de tristesse. Oups, vague de colère. OK, vague de colère. Salut, vague de colère. Ah, dodo, wow, je m'endors donc bien, je vais aller me coucher. Pour un petit moment, là, c'est vraiment accueillir la vie comme elle se présente. Tu sais, je ne peux pas faire autrement que de penser, quand on parle de l'océan comme ça, puis les vagues, j'ai toujours des citations plein les poches parce que il y a tellement des belles citations de gens qui écrivent et qui nous consolent et qui nous rassurent avec leurs mots. Et je pense à Christiane Singer, la regrettée Christiane Singer, qui avait quand même dit cette phrase, moi, qui m'accompagne. Je trouve ça rassurant quand elle a parlé de l'océan. Puis elle a dit, il n'y a rien à craindre. Jamais l'océan ne se noie. Oh. Alors ça,
je disais, quand on regarde l'océan, puis c'est l'immensité, puis il y a les vagues, Oh mon Dieu! ça peut nous bouleverser, mais sa phrase me revient. Ne crains pas, jamais l'océan ne se noie. Je vais dire ça à mon petit client. Oui, Avec son petit radeau. avec son petit radeau. On est en sécurité. Ah oui, mais oui, certain, oui. Puis, en pensant aussi au voyage, je pensais à un voyage que j'ai fait à un moment donné, et l'ami avec qui j'étais avait des rencontres professionnelles, et puis on pouvait être plusieurs heures dans les journées sans se voir. Et à un moment donné, il m'a dit, c'était en Suisse, et puis il m'a dit, va à tel endroit, c'est tellement beau, tu t'assois, c'est un beau resto, et puis tu dois avoir apporté un livre ou quelque chose. J'ai dit oui. Alors j'avais apporté un livre de Christian Bobin, hein, puis c'était aussi sur le deuil, la perte d'une amoureuse qu'il avait eue, qui s'appelle Hélène, je pense, et puis c'était La plus que vive. Et puis, il y avait des petits livres pas plus gros que ça, vous savez, qu'on met dans la poche ou dans son sac à main, et on part. J'arrive au restaurant, puis le type, il me dit, vous êtes seul? Mais je ne dis pas vraiment, puis j'ai sorti mon livre, et puis, bon, ben, il dit, on va vous installer à une petite table pour deux, et puis, bien sûr, j'ai mangé, j'ai pris un bon verre de vin blanc et j'ai lu tout Bobin durant peut-être 2 heures et je ne me suis jamais sentie seule, là. Et j'ai dit, mais que c'est beau de partir aussi avec un auteur en voyage. Parce que dans le fond, l'auteur ne sait pas qu'il est avec nous, mais en même temps, nous, on sait qu'il est là, cet auteur, et que ça fait du bien. Donc, de choisir un très beau livre. Puis, j'ai encore une anecdote rapidement là-dessus. Quand je partais justement en vacances ou en voyage, j'ai toujours apporté des livres sur la vie, la mort, le deuil, mais certainement beaucoup de livres sur le deuil. Puis un jour, mon frère, il me dit, tu devrais apporter des livres un peu plus gais en voyage que sur le deuil. Alors, il me dit, je vais t'en offrir un. Et puis, ajoute au moins un livre un peu plus heureux dans tes bagages. Alors, il m'a acheté le livre de Louise Portal, qui s'appelait, oh Seigneur, sonne toujours au son du glas. En tout cas, bref, le titre me reviendra. Il faudra que ça me vienne, j'espère, pour vous le dire. Mais l'important, c'est de vous raconter que dans ce livre, elle parlait d'un ami qu'elle venait de perdre. Et donc, j'ai dit à mon frère, quand je suis revenue, tu m'as fait le plus beau des cadeaux. Comment? Il dit, ça t'a fait du bien, hein? Je dis, oui, c'était un livre sur le deuil. Alors, il ne le savait pas, mais tout ça pour vous dire que parfois on part seul, mais au fond, on part avec quelqu'un qu'on a aimé, qui n'est plus là. On n'est pas seul. On part avec l'auteur et on a le livre dans la poche. On n'est pas seul. On part avec des souvenirs et on n'est pas seul. On part avec des projets, le projet de veiller à sa propre vie maintenant. C'est tout un projet. Alors, c'est intéressant hein, d'associer le voyage avec tous ces phénomènes aussi qui font qu'on n'est pas tout à fait seul. Avant de terminer, il reste à peu près 4-5 minutes. Est-ce qu'à la maison ou ici même, on aurait encore un petit quelque chose à dire à Caroline ou à nos amis ici dans la salle? Parce que quand on se retrouve comme ça fait du bien. On est ensemble et on oublie tout. On oublie tout, sauf ceux qu'on a aimés, qui ne sont plus là. Mais on les rappelle vers nous en étant ensemble. C'est un peu comme s'ils étaient toujours là. Je disais ça, moi, aux gens qui venaient, Caroline, avec
toute la question du deuil avec une perte d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint, d'une conjointe. Je disais, puis je le pense encore, et c'est ce qui a fait que j'ai tant aimé mon métier, c'est que je faisais la rencontre d'un être qui n'existait plus comme tel physiquement, mais que la personne faisait revivre devant moi par sa parole, par son témoignage, par tout ce qu'elle me racontait de lui, d'elle, du tout petit comme de l'arrière-grand-parent. Et j'avais l'impression de rencontrer plein de gens dans le récit des endeuillés. C'est ça, tellement puissant. Oui, c'est vraiment... oui, je partage ça. On tombe en amour avec des gens qui n'existent plus. Parce qu'il y a un endeuillé qui parle de quelqu'un qui a aimé, aime comme personne n'aime. C'est tellement touchant. Quand les gens se demandent comment, on se le fait demander sans arrêt, mon Dieu, non, ça doit être triste. Oui, et c'est d'une beauté, justement, de faire la rencontre de toutes ces personnes-là qu'on ne va jamais voir en vrai. Puis un autre truc que je trouve important à dire, c'est que des fois, quand c'est des gens de notre famille, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que, tu sais, moi, par exemple, si je pense à maman, moi, je ressemble à ma mère comme 2 gouttes d'eau. Ma mère, là, est dans mes veines, elle est dans mon sang, fait que je ne peux pas vraiment m'en débarrasser de même. Ma mère, je la transporte avec moi tout le temps. Quand je travaille avec des mamans qui ont perdu des enfants, notre enfant, là, ça a été, la science a démontré ça, quand on a mis un enfant au monde, pour toujours, il reste des cellules de notre enfant dans notre corps. On n'est jamais complètement détaché de notre enfant. C'est vrai qu'on va détacher de la relation qu'on avait avec cette personne-là telle qu'elle était quand la personne était vivante. Mais il reste des traces de cette personne-là en nous. Donc, quand c'est la famille de sang, on n'est jamais vraiment séparés, moi, je trouve. On est tout le temps un peu là. Mais c'est vrai que c'est des métaphores. C'est vrai que... Mais c'est à ça, hein, éventuellement, qu'on se raccroche pour aller mieux. Oui, on a quelque chose avant de partir, oui? Ben, c'est plus un remerciement de Luce Desaulniers, qui dit que le voyage nous porte et l'océan aussi. Elle vous remercie d'avoir partagé cette image qui est si riche, que, comme pour le voyage, vous nous y aviez rendu disponible avec cette image. La magnifique Luce Desaulniers, anthropologue qui nous suit, elle-même étant à l'extérieur présentement. Et c'est formidable d'être capable de se brancher avec nous et d'écouter tout ça. Alors, on la salue bien, Luce, qui écrit des beaux textes quand on va sur infodeuil.ca. Allez voir les textes qu'elle écrit, Luce Desaulniers. Alors, moi, je tiens vraiment d'abord à remercier Caroline. On l'applaudit encore, hein? Merci pour votre présence. Merci beaucoup. C'était lumineux et profond, parce que tu es lumineuse. Et c'était très profond. Mais c'est vrai. Avec mes cheveux gris, je commence à flasher. Je pousse ça un petit peu, là. Merci tellement. C'était beau de vous voir, puis c'était doux d'être tout le monde ensemble ce soir. Merci. Oui, avec une belle écoute, et puis on sait que la peine est dans le cœur, mais quand on la partage ensemble comme ça, on dirait qu'on enlève des petits bouts à chaque fois. Doucement. Avant de partir, il reste encore, grâce à des gens qui nous accueillent ici, les beaux cookies avec un peu de café. On remercie notre technicien que trop souvent, j'oublie de remercier. Qui nous gère le micro. Il fait un très beau travail avec nous depuis tant d'années. On a travaillé ensemble en Bernard durant la COVID. Là. On commençait dans le fond de nos salons, là, puis on était en train d'apprendre ensemble à faire tout ça. Alors, c'est un être merveilleux. Et merci toujours au Repos Saint-François d'Assise, tout le personnel qui s'occupe de nous, qui nous accueille toujours avec bienveillance. C'est formidable. On va se retrouver, sauf erreur, le 1er décembre. Et j'aurai la chance, cette fois-là,
de m'inviter moi-même à vous parler. Oui, On va revenir. J'ai pensé que j'allais le faire. Et puis qu'on allait se parler un tout petit peu avant les fêtes ensemble, comme ça, pour la traversée de la fin de l'année, puis d'une nouvelle année en perspective. En tout cas, encore merci de vous être déplacés et vraiment que votre route soit belle, que le voyage de retour soit sécurisant. Et à très bientôt. Merci.